Bonjour à toutes et à tous, juste avant que la vidéo démarre, je vous embête pas longtemps, je vous rappelle que j'ai sorti mon jeu de rôle, Vadentis. Il est disponible gratuitement ou à prix libre sur DriveThruRPG. C'est un système et un univers qui est facile à prendre en main, le but c'est de laisser le plus possible de liberté aux joueurs et joueuses ainsi qu'aux maîtres du jeu. C'est dans un univers médiéval fantastique avec des éléments steampunk mais également de science fantasy. Vous pouvez créer vos propres personnages sans aucune montée de niveau réglementée, mais où les personnages évoluent en fonction de vos choix. Bref, je vous embête pas plus longtemps, plus d'informations en description et je vous remercie et on lance la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Et aujourd'hui, vidéo un peu exceptionnelle puisque pour la première fois, on va aborder un jeu vidéo. Clair Obscur, Expédition 33. Pour essayer de comprendre son univers, son fonctionnement, et ensuite on partira sur une petite autopsie des thématiques du jeu. Et c'est pas tout, puisque tout le long de cette vidéo, on va surtout avoir l'analyse d'une art thérapeute, Lucie, qui va pouvoir aborder les différents thèmes du jeu et tous les liens qu'il y a entre l'art et Clair Obscur. Ok. Tout ceci étant dit, bien sûr, malheureusement, je vais devoir spoiler l'intégralité du jeu. Donc si vous voulez pas être spoilé, partez maintenant et revenez une fois que vous aurez terminé le jeu. Ok, on est bon? Alors, on va commencer par résumer très brièvement le pitch de Clair Obscur, Expédition 33. Nous sommes plongés à Lumière, sorte de Paris fantastique. Un jour, la fracture a eu lieu, plongeant le monde dans le chaos. Lumière fut expédiée hors du continent. Ce fut alors que la peintresse, une entité immense, apparut aux côtés de son monolithe. Sur ce monolithe, un numéro, un compte à rebours. Chaque année, la peintresse peint un nouveau numéro. 100, 99, 98, 99, 98. Ce numéro définit la durée de vie maximale des êtres humains. Ainsi, petit à petit, l'humanité meurt. Et c'est dans ce contexte que sont menées les expéditions. Chaque année, des volontaires, souvent des personnes ayant presque atteint l'âge maximal, partent sur le continent pour tenter d'atteindre et de vaincre la peintresse. Et c'est ici que nous incarnons l'expédition 33. Ok, tout ça c'est le contexte de départ de Clair Obscur. Et petit à petit, on va évoluer dans cet univers, se rapprocher de la peintresse, découvrir ses secrets et comprendre ce qu'est réellement ce monde. Et c'est ça que je vais tenter de vous expliquer, en tout cas du point de vue de mon interprétation. Donc c'est le dernier moment pour quitter la vidéo si vous voulez pas être spoilé. Ok. Alors ensemble, sortons du tableau, prenons du recul, et on va découvrir la véritable histoire cachée derrière la toile de Clair Obscur, Expédition 33. L'univers qui nous est dépeint, ou plutôt peint, n'est en fait qu'un univers de fiction, créé par la magie des peintres. Tout ce qui est vécu se déroule dans un tableau, animé et empreint de vie. Dans le monde extérieur du tableau, il existe en tout cas deux clans capables d'user de certaines formes de magie. Les écrivains et les peintres. On sait pas grand chose sur leur pouvoir ni sur le pourquoi du comment, mais on sait que ces clans sont en guerre. Et c'est là qu'on découvre la famille Descendre, une famille importante et puissante du clan des peintres. Cette famille est composée de Aline, Renoir et de leurs trois enfants, Cléa, Verso et Alicia. Sans oublier l'adorable Monoko. Au sein de cette famille, toutes et tous sont capables de peindre. Même si Verso, Cléa et Aline restent les plus doués pour créer des mondes auxquels ils donnent vie et dans lesquels ils aiment se perdre. Et cette famille va vivre un événement effroyable. Alicia va permettre aux écrivains de s'attaquer au manoir des Descendres et de provoquer un incendie. Verso mourra dans les flammes et Alicia sera grièvement blessée. Leur mère, Aline, ne pouvant supporter d'affronter ce deuil, elle ira se réfugier dans le tableau de son fils, Verso. Car ici se trouve toujours une partie de son âme, de sa créativité. Et au sein de ce tableau, elle peindra un nouveau Verso. Se perdant dans ce monde, n'acceptant plus la dureté du monde réel, elle finit par s'y installer, pour se réfugier, pour refuser de faire son deuil. Dans le vrai monde réel de la réalité véritable, vous avez la ref, Renoir ne supporte plus de voir sa famille se laisser mourir à petit feu. Alors il part dans le tableau pour faire sortir sa femme, mais elle refusera. Tous les deux s'affronteront au sein du tableau, créant ainsi la fracture. Le monolithe apparaîtra de cet affrontement. Renoir sera enfermé dessous, et Aline restera dessus pour l'empêcher d'accomplir son objectif, détruire le tableau de Verso. Mais petit à petit, Renoir gagne en puissance et parvient à faire disparaître les êtres humains. Et ne pouvant quitter le monolithe, Aline tente de prévenir les habitants de ce monde. Elle peint alors sur son monolithe le temps qu'il leur reste à vivre. Mais les habitants de Lumière ne comprendront pas le message. Ils la verront, elle, comme étant l'ennemi. Mais prise dans sa folie, dans son incapacité à faire le deuil de son fils et du monde qu'il a créé, elle ne peut se faire comprendre. Et les expéditions partiront pour l'affronter. Alors elle peindra un nouveau Renoir pour la défendre, comme il serait censé le faire selon elle. Le Verso qu'elle avait peint est immortel. Mais petit à petit, lui-même accepte de n'être qu'un fragment de souvenir du véritable Verso. Et surtout, il se lasse de ce monde. Ne pouvant mourir, ne pouvant se reposer, ne pouvant continuer à voir sa mère s'effondrer, il viendra en aide aux expéditions. Il les guidera
pour atteindre son propre objectif, expulser sa mère du tableau. De retour dans le monde réel de la réalité véritable, c'était Karim Debache la référence. Alicia cache le tableau et s'y engouffre. Mais n'étant pas suffisamment douée, elle est immédiatement repérée par sa mère et repeinte. En somme, elle ne lui avait jamais pardonné d'être à l'origine de la mort de son fils. Ainsi, elle bannit son existence. Elle lui invente une nouvelle vie au sein du tableau. Elle devient Maëlle. Elle grandit dans un monde où elle se sentira à jamais abandonnée. Toujours seule, ne trouvant de la joie nulle part si ce n'est aux côtés de Gustave, son mentor, son frère, son père. Et ne se sentant jamais véritablement vivante, ne trouvant de réconfort dans rien, elle choisira de partir avec l'expédition 33, alors qu'elle n'est âgée que de 16 ans. Voilà pour l'histoire derrière l'histoire. Est-ce que tu peux déjà me lister, toi, toutes les formes d'art que tu as pu trouver dans Clair-Obscur ? On a mention des écrivains, donc on sait qu'il y a déjà du texte, avec aussi une zone où on a entendu un poème être récité quand on arrive dans la zone, au lieu d'une musique ou de paroles de chansons. C'est vraiment un texte posé. On sait que Verso a travaillé avec la musique, c'est aussi présent chez Lune. On a donc la danse qu'on a plus vue avec Cléa, qu'on a deviné via l'accent de Cléa. On n'a pas vraiment vu de personnage concrètement danser, bien que les attaques soient tellement bien chorégraphiées qu'on pourrait apparenter ça à vraiment de l'expression corporelle. On a bien sûr la peinture qui est un peu omniprésente avec toute la famille des cendres. Je parlais du côté scène, en la présence de cette famille recréée par Aline, avec peut-être comme un jeu de marionnettes et marionnettistes, mais il faut se dire que c'est un petit peu tout ce monde aussi qui est un peu comme une scène où justement Aline et Renoir et peut-être même Cléa sont des acteurs dans cette grande pièce qu'est ce tableau. Il y a certainement une multitude d'autres formes d'art que je ne maîtrise pas ou que je ne connais pas, mais en tout cas sur les moyens d'exister au monde et les moyens de s'exprimer au monde, il y en a peut-être d'autres que j'ai pas détaillés, mais les principaux, ceux qui englobent les sous-genres sont là. Mais arrivé à la fin du jeu, un choix nous est imposé. Une fois Aline, la mère, éjectée hors du tableau, Renoir, le véritable Renoir, peut enfin user de tout son pouvoir. Il se met à gommer tous les habitants du tableau. Seuls Maëlle et Verso y survivent. Alicia se souvient qui elle est véritablement et retrouve ses capacités de peintresse. Ainsi, elle recrée ses amis de l'expédition et toutes et tous repartent affronter Renoir. Lui, tout ce qu'il souhaite, c'est supprimer le monde du tableau pour que ni sa femme, ni sa fille continuent à se perdre dans cet univers fictif, pour qu'enfin toute la famille des cendres puisse accepter le deuil de Verso et aller de l'avant ensemble. Mais Maëlle, se souvenant de qui elle est véritablement, à quel point le monde vrai de la réalité véritable, c'est plus la bonne ref, lui semble hostile, elle trouve refuge et bonheur dans cet univers de fiction. Et surtout, toutes ces personnes, tous les habitants de cet univers, bien que fictif, possèdent des souvenirs et des émotions. Les effacer serait un cataclysme. Lune, c'est intéressant, j'ai trouvé comme personnage, parce que c'est celle qui est le plus cérébrale, on va dire. Elle planifie, il y a le plan, on suit le plan, elle laisse un peu l'affect de côté. C'est la première qui arrive à retomber sur ses pieds, à aller de l'avant, à justement se couper un peu de cette part émotionnelle pour continuer à avancer, pour ne pas se laisser embarquer par la vague des émotions. Et pourtant, c'est la seule dans l'expédition 33 qu'on voit faire de la musique, et qui a donc une part artistique qui est quand même très vivante, très, très présente. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'elle arrive à maintenir son équilibre, c'est qu'elle n'est pas complètement coupée de ses émotions, mais elle les vit au travers de la musique. Là où Ciel, par exemple, a une très grande maturité sur ce qu'elle ressent et arrive à être très en paix avec les vécus, parce qu'elle a aussi un autre passif qu'elle a dû digérer, et donc elle est riche de cette expérience de vie. Donc c'est peut-être plus facile pour elle d'analyser ce qu'elle sent, où elle en est, et de pouvoir l'élaborer verbalement, là où je pense que Lune l'élabore plus grâce à la musique. Alors on part affronter Renoir pour l'empêcher de poursuivre son projet, et Maëlle finit par le convaincre, ou en tout cas, il fait croire qu'il est convaincu. Il s'efface du tableau et retourne dans le monde véritable de la réalité vraie. À la base, c'était une ref à Crost. Laissant sa fille et le fragment de son fils vivre pour toujours dans ce monde. Mais viendra alors un choix. Car Verso, maudit par cette immortalité, souhaite également que tout s'arrête, pour que lui puisse partir, pour que tout s'arrête. Car il n'en peut plus de vivre dans ce monde fictif. Il n'en peut plus de vivre tout court. Il trouve le dernier fragment du véritable Verso, laissé dans son enfance lorsqu'il avait peint ce tableau. Et depuis là,
il serait capable d'effacer le tableau, détruire ce monde fictif. Mais Maëlle s'y oppose, car à nouveau, elle souhaite protéger ce monde dans lequel elles se sont enfin heureuses, ainsi que tous ses habitants. Alors le choix revient à la personne qui tient la manette, qui incarner pour cet affrontement final. On a donc deux fins qui se dessinent, ou plutôt se peignent. La fin 1, que l'on nommera fin de Maëlle, et la fin 2, que l'on nommera fin de Verseau. Et alors, que se passe-t-il dans chacune de ces fins? Fin 1, le pouvoir de la fiction. Dans la fin de Maëlle, celle-ci bat Verseau, mais incapable de le tuer, elle lui permet au moins de vieillir. Elle repeint le monde pour que toutes les personnes gommées reviennent à la vie, dans un monde sans conflit. On retrouve notre équipe dans l'opéra de lumière, attendant le concerto de Verseau. Le musicien entre sur scène, se met au piano, hésite. Et est-ce qu'il est heureux d'être là? Rien n'est moins sûr. Et ce monde repeint par Maëlle/Alicia. Tout y est beau, voire trop beau. Les sourires presque trop forcés. Enfermés dans ce monde fictif où tout ne semble être que joie. Et c'est le maître mot, sembler. Car comme un tableau par-dessus lequel on a repeint, quand on gratte la première couche, le canevas apparaît, montrant ses failles. Maëlle commence déjà à souffrir des mêmes fêlures que sa mère, la peintresse. Ce monde finira bien par s'effriter un jour. Le tableau absorbera entièrement Maëlle, qui ne fera jamais son deuil. Mais les habitants et ce monde fantastique continueront d'exister. Encore bien des années. Et Verseau, à qui on a offert la possibilité de rejouer sur scène, la seule chose qu'il aimait le plus au monde, est à présent incapable de se lancer. Et il ne sourit pas. Pour tout vous dire, c'est la fin que j'avais eue. Et à la base, j'en étais même assez satisfait. Mais curieux, j'ai relancé le jeu, juste avant le dernier boss, pour pouvoir faire un choix différent. Et là, l'équipe de développement a fait un choix. On ne peut pas affronter à nouveau le dernier boss. Donc, le choix qu'on a fait est, comme Thanos, inéluctable. Et c'est fort, putain. Alors je suis quand même allé voir l'autre fin sur ce fantastique outil qu'est YouTube. Et plus j'y pense, plus la deuxième fin me semble horriblement la plus juste. Fin 2. Faire son deuil. Dans la fin Verseau, celui-ci finit par vaincre Maëlle et détruire le tableau. Les habitants de ce monde disparaissent, certains avec rancœur envers Verseau, d'autres dans l'acceptation. Mais le monde du tableau est ainsi détruit et la famille du véritable monde réellement réel, c'est plus du tout la bonne ref, peut se rassembler autour du deuil de Verseau. La famille pourra alors peut-être se reconstruire, peu à peu accepter ce qui s'est passé et avancer ensemble. Oui, le monde du tableau et tous ses habitants ont disparu. Mais cette fin est presque douce. La façon dont les personnages meurent est au moins instantanée et sans souffrance. Ils cessent d'exister, et qui sait, peut-être pourront-ils être repeints un jour dans un autre contexte, dans un autre monde, sans blessures, sans fractures. Mais même si ces personnages sont repeints, seront-ils véritablement les mêmes? Non, ce seront d'autres versions du même personnage, d'autres interprétations. Voilà ce qu'il en est pour mon interprétation de ces différentes fins. Le clair-obscur, c'est un courant artistique. Je ne suis pas du tout une experte en histoire de l'art. En tout cas, c'est des tableaux qui se remarquent au premier coup d'œil avec leurs pattes très marquées, qui jouent justement avec la lumière et l'ombre. Il y a des contrastes très très forts, avec souvent une source de lumière, que ce soit un feu, une bougie, une fenêtre avec la lumière du jour, et des intérieurs sombres. Il y a vraiment cette balance de lumière extrême et d'ombre profonde, mais où les deux coexistent. Souvent des tableaux très impressionnants dans la finesse des dégradés et la puissance évocatrice de la lumière et de l'ombre. Du coup, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on retrouve dans la DA du jeu directement? Je pense qu'on la retrouve complètement dans la DA du jeu, déjà avec toutes ces côtés de peinture, avec aussi des contrastes très marqués, et tous les personnages aussi sont dans ce panel, dans cet éventail entre lumière extrême et ombre extrême. Il n'y a pas vraiment de gentils ou de méchants dans ce jeu, c'est juste des gens qui traversent des épreuves et qui essayent de gérer avec leurs déboires, leurs démons, leur obscurité, et ce qui les ramène à la lumière, ce qui les fait vivre, ce qui les raccroche à la partie lumineuse d'eux-mêmes qu'ils essayent de sauvegarder. En parlant de clair-obscur, on pourrait s'attendre à quelque chose de très manichéen, mais au final c'est plutôt deux choses qui cohabitent et qui forment une sorte de nuance. Je pense que dans le clair-obscur, justement, les deux existent. On peut pas dissocier un côté de l'autre. Je pense que c'est pas une histoire joyeuse, mais c'est pas une histoire dramatique au possible non plus. Il y a de la joie malgré la tristesse, il y a de la tristesse malgré la joie. Et on a vraiment des personnages qui évoluent et qui gèrent
avec ce qu'ils sont, comme ils sont, et qui justement naviguent entre clair, entre obscur, dans toutes les nuances de gris qu'il peut y avoir. Je vais me permettre d'utiliser quelque chose qui est très prenant en art-thérapie, c'est qu'en fait, il n'y a pas de juste ou faux. Il y a juste comment on est avec nos parcours de vie et comment on arrive à cheminer ensemble dans ces parcours de vie. Il y a toujours, comme j'ai dit au début, une énorme complexité et c'est difficile, voire prétentieux de pouvoir trouver la solution. C'est trop complexe, c'est trop prétentieux de pouvoir dire « j'ai compris comment tu es et je vais te dire exactement que tu es tout noir ou tout blanc » ou « avec 70% de blanc et 30% de noir ». Ça marche pas comme ça. Les seules personnes qui peuvent savoir si c'est juste ou pas, c'est soi-même. Et quand je parle de juste à ce moment-là, c'est à sa place. C'est qui fait sens. C'est pas dans la notion de bien ou de mal. Je pense que clair-obscur, c'est aussi pour ça. C'est pour parler qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a juste des gens dans un tableau. Mais il reste encore quelques thématiques que j'ai vraiment envie d'aborder avec vous. Par exemple, un truc qui est essentiel au scénario et à cet univers, et qu'on a tendance à oublier, c'est le fait que ce tableau, ce monde, a été créé, à la base, par un enfant. On retrouve à travers le monde du tableau toutes ces choses du quotidien, ce qui nous entoure, qui nous inspire, dont on se nourrit pour créer. Ainsi, quand Verso a créé ce monde, il l'a fait avec ce qu'il connaissait. On retrouve ainsi Esquier, ce personnage qui serait l'être le plus puissant de ce monde. Pourquoi d'ailleurs ? Parce qu'il s'agit certainement du doudou de Verso, celui qui doit le protéger quand il a peur. Et j'aime l'idée que le nom Esquier serait peut-être une façon enfantine de dire esquisse. Ou sinon ça peut être esquimoté. Quant à François, il serait certainement le doudou de sa sœur, Cléa. Rappelons le nom de l'attaque de François, l'attaque de glace la plus puissante de tous les temps. Si là on reconnaît pas deux enfants qui s'amusent à jouer à la bagarre avec leurs doudous respectifs, on a aussi donc cette vision réimaginée de Paris, renommée Lumière. Un monde dans lequel les gens ne meurent pas, en tout cas à la base. Où des créatures inspirées des objets du quotidien prennent vie, comme les gestrales, qui s'inspirent des pinceaux et des mannequins utilisés par les artistes. Et ce mot, gestral, d'où est-ce que ça vient ? J'ai pensé que ça pourrait de nouveau être une malcompréhension d'un enfant pour le mot gestuel, par exemple, gestuel, gestral. Mais j'ai une autre idée. Ça pourrait être lié à la gestalt. Si c'est pas ça, tant pis, mais au pire, ça me fait une transition d'enfer pour un sujet super intéressant lié à l'art-thérapie dans Clair-Obscur. C'est un principe qui a été théorisé par un certain Prinzhorn. C'est très fondateur et très utilisé en art-thérapie, en effet. Il s'agit, si on traduit, de mettre en forme. En art-thérapie, en tout cas le courant d'art-thérapie que moi je suis, il y a cette idée qu'on a des sens pour recueillir les informations du monde, pour sentir ce qui est autour de nous. Et de ces sens, on a aussi des organes émetteurs pour pouvoir interagir avec le monde. On utilise en art-thérapie ces sens, qu'on va plutôt appeler modalités, pour exister. On va essayer d'utiliser les sens et les moyens d'expression pour être au monde, ceux qui nous font le plus vibrer, ceux qui nous font sentir vivants. Il y en a pour qui ce sera la peinture, il y en a pour qui ce sera plutôt le chant ou la musique sans utiliser leur corde vocale mais un instrument. Et il y en a d'autres, ce sera dans la sculpture avec un toucher très fort, ou d'autres où ce sera le corps et le mouvement. Et utiliser vraiment tout leur corps comme moyen expressif. La gestalt, en fait, c'est de trouver quels moyens on a dans notre corps, dans notre façon de nous exprimer au monde, qu'est-ce qui nous fait vibrer pour mettre en forme un vécu intérieur dans le monde physique réel. Et que ce soit du coup plus tangible et plus facile à observer, parce qu'il y a des gens très cérébraux qui arrivent à faire tout un travail d'observation de soi-même, de ses ressentis, etc. Mais c'est pas si facile, et il y a beaucoup de gens en fait qui sont pas aussi cérébrales, qui ont autant de recul, et pour la plupart du monde c'est plus facile de s'exprimer et de ressortir ce qu'on a en nous via un médium artistique ou en tout cas expressif. Expérimenter l'art pour affronter les épreuves de la vie, et notamment le deuil. Puisqu'on parlait des gestrales, et non pas des gestros, revenons sur eux. On apprendra que les gestrales ne meurent pas. Ils se réincarnent dans la rivière de la vie. Ils reviennent, oui, mais pas tout à fait pareils. Ce sont toujours eux, mais un peu différents, sans les souvenirs de leur vie passée. Et rappelons le nom des deux gestrales que l'on suit le plus au cours de l'aventure, Monoko et Noko. Les noms des deux chiens de la famille des cendres. Et dans le panier de Monoko, on pourra lire Monoko, troisième du nom. Symbole même que cette famille a de la peine avec la notion de deuil depuis toujours. Bien avant Verso.
Même quand il s'agit d'animaux, il faut que cet être vivant puisse continuer à exister au travers d'un autre. Le deuil, c'est la principale difficulté qu'a à affronter cette famille. Car au final, pour des artistes, qu'est-ce de plus éternel qu'une œuvre? Alors pouvoir plonger directement dans ces mondes créés et imaginés, ce serait comme continuer à exister éternellement. La famille des cendres, c'est particulier parce qu'on voit et on sent tout de suite que c'est une famille d'artistes. Souvent, les artistes se définissent pas comme des gens qui aiment créer, mais qui ont besoin de créer. Faire sortir justement ce qu'ils ont dans les tripes, qu'ils ont ce besoin vital, souvent, de faire exister au moyen d'un médium artistique leur intérieur, leur vie intérieure. Et effectivement, la famille des cendres est vraiment très artiste. On sent qu'ils ont chacun toute une palette d'outils expressifs. Chacun aussi a un peu leurs pattes et leur manière d'utiliser ça ou pas pour vivre cette expérience traumatisante qui est le deuil d'un membre de la famille. On voit qu'il y en a comme Aline qui s'accroche à la création de Verso et qui, presque à la manière d'une marionnettiste, s'est créée la famille quand il n'y avait pas de problème et se fait en fait un jeu de rôle, je suppose, avec les membres de sa famille comme elle les perçoit et comme elle aimerait que sa famille soit. Cléa qui, elle, au contraire, refuse tout ça, mais on sait qu'elle est quand même venue dans le tableau, elle est quand même venue faire des incursions, des retouches sur ce qui s'est passé. C'est intéressant de voir à quel point certains vont se plonger complètement dans la création, d'autres vont oublier ce qui s'est passé, comme Maëlle en soi, elle est repeinte, c'est sûr, mais peut-être que c'était aussi confortable de juste oublier tout ce qui s'est passé. Il y a autant de façons de réagir qu'il y a de personnes, et souvent les moyens expressifs aident à pas garder juste une boule au ventre en soi, mais à mettre en forme justement un vécu chaotique, et à essayer de pouvoir un peu l'aborder plus doucement que le chaos d'émotions et de vécu qui reste en nous. Si on est touché par les deux fins proposées par le jeu, que ce soit celle où le monde disparaît, comme celle où tous ces êtres imaginaires restent en vie, entre guillemets, c'est parce que la fiction a un pouvoir immense sur nous. Combien de fois on s'est senti mal en maltraitant un PNJ dans un jeu? Combien de fois on a pleuré pour la mort d'un personnage dans un film? J'avais d'ailleurs déjà traité du sujet dans une vidéo appelée « Pourquoi pleure-t-on au cinéma ?» Mais dans Clair Obscur, c'est littéralement au cœur du jeu. On veut que ces êtres existent, ou alors ils existent au moins dans notre imaginaire et nos souvenirs. Et je peux pas m'empêcher de penser à un autre format qui va complètement dans ce sens. Le jeu de rôle. On interprète des personnages, on vit des aventures aux côtés d'autres personnages, on s'investit dans ce monde, on le modifie, on le fait évoluer. Et quand le groupe est bon, qu'il y a une bonne alchimie et qu'on se laisse aller aux émotions, parfois elles peuvent devenir très fortes et on finit à genoux devant la table en priant pour que notre lancer de dés soit une réussite. Pas pour gagner, pas que, mais aussi pour voir les conséquences sur ce monde fictif. Et pourtant tout ça c'est dans notre tête. Mais on s'attache à ces personnages, à ces événements. Ils continuent à vivre, on continue à imaginer ce qu'ils peuvent devenir, alors même qu'on n'est plus à côté d'eux. Et comme vous avez pu le voir au début de cette vidéo, dans la petite bande-annonce pour mon jeu de rôle, c'est quelque chose qui touche encore plus les personnes qui créent des univers, et donc c'est le genre de questionnement qui me touche particulièrement. Alors je peux pas m'empêcher de penser à l'équipe qui a créé ce jeu, qui s'est investie par passion, j'espère, dans le développement de Clair Obscur. Et pour nous avoir proposé cet univers, ces émotions, ces interrogations, je tenais à vous dire merci. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la pouce bleue, à la partager et à vous abonner à la chaîne Projet Ventilo. Et si vous avez d'autres analyses sur Clair Obscur, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Si vous avez d'autres jeux vidéo, d'autres films ou séries à analyser aussi, n'hésitez pas à les proposer. Dans tous les cas, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques, jeux vidéo ludiques ou dans tous les cas dans l'univers de la fiction. Merci de m'avoir écouté, à tout bientôt.